Madame, Monsieur, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 22 mai au sommaire de ce soir. Un an après la mort de la petite Hayden, le choc reste intact. Battue par ses parents adoptifs, la fillette avait succombé à ses blessures et à la malnutrition. Demain, une marche blanche sera organisée à Tahiti et Moorea pour dire stop aux violences infantiles et faire évoluer les mentalités. Il redoutait le bruit jusque tard dans la nuit et des nuisances au cœur du district. À Tautira, les riverains mobilisés contre les activités de Carbas ont finalement obtenu gain de cause. Après plusieurs semaines de tensions et de discussions, leurs inquiétudes ont été entendues par la municipalité. Papeete se transforme pendant 3 jours en village du numérique à l'occasion du Polynesian Island Crypto Summit. Blockchain, Web3, crypto-monnaie, conférences et ateliers sont proposés au grand public pour mieux comprendre ces technologies qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Et pour en parler plus en détail sur notre plateau, ce soir nous recevons Jean Meyer, PDG de Deblock. Qui pour succéder à Kyle Taraufo à la veille du départ de la Tahoe depuis la Pointe Vénus, aucun grand favori ne se dégage réellement. Cette saison, les victoires se sont partagées entre plusieurs rameurs, signe d'une concurrence particulièrement ouverte en V1. Mais d'abord, cet après-midi, vers 13h30, 2 piétons ont été percutés par un scooter alors qu'ils traversaient la 2x2 voies sur le passage piéton situé près de la station Shell. Blessés, les 2 victimes ont été évacuées au CHPF. Et il y a un an, presque jour pour jour, la petite Hayden mourait sous les coups de ses parents adoptifs. Un drame qui avait profondément marqué les esprits de la Polynésie. Demain, une marche blanche est organisée pour dire stop aux violences sur les enfants. Objectif, faire évoluer les mentalités et mieux protéger les enfants. C'est un reportage de Sam Teinaure. Enfin, moi, personnellement, j'ai été éduqué avec les corrections. Hein. Je n'ai pas dit taper bêtement comme ça. Hein. Les statistiques prouvent que le fait de les frapper n'a jamais fait avancer quoi que ce soit. Donc je pense que la discussion et l'exemplarité, c'est le meilleur pour éduquer nos enfants. De nombreux parents poursuivis pour des violences sur leurs enfants ont pu expliquer aux juges que c'était ainsi qu'ils avaient été éduqués, qu'ils ne faisaient que reproduire cette pratique. C'est notamment pour rompre avec ce type de schéma que le pays a mis en place il y a 2 ans un programme de soutien aux familles en grande difficulté. Ce matin, 12 familles de Tahiti et des îles sous le vent ont pris l'avion pour les Australes afin d'y suivre un programme de 10 jours pour apprendre ou réapprendre à être une famille. C'est surtout permettre aux familles de disposer d'outils dans les liens intrafamiliaux, de restaurer en tout cas ou de recréer les liens familiaux, de replacer aussi les membres de la famille dans le contexte, dans la dynamique familiale. À ce jour, un peu plus de 500 personnes ont bénéficié de ce programme. Le taux de succès atteindrait quasiment les 100% selon son coordinateur, grâce notamment à des moyens humains conséquents. Mais il y a des familles qui ne pourront pas en bénéficier. Certaines se tournent de plus en plus vers les coachs de vie pour apprendre à mieux éduquer leurs enfants. Nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, le simple fait est qu'avec l'ère de l'information, avec la société, elle bouge, mais aussi les consciences évoluent. Et nos parents se rendent bien compte que nuire à un enfant, physiquement, verbalement, l'humilier, le contraindre, en fait, c'est éduqué par la peur et ça n'aide en rien. L'accompagnement des parents et des enfants, c'est également l'objectif de l'association Tefeti qui organise demain une marche en mémoire de la petite Hayden décédée sous les coups de ses parents adoptifs. L'idée après la marche, c'est de créer nos structures, les Fari Feti, proches de la population, proches des habitants des communes, et donc de venir, petit à petit tendre la main. On n'essaie pas de forcer une façon de voir les choses, une façon de faire. L'essentiel pour l'association est d'éveiller les consciences, qui est le premier pas vers le changement.
Du côté de Taoutira, la mobilisation des habitants a fini par payer. Aucun rassemblement de Carbas ne verra le jour à Taoutira. Une décision prise hier après une ultime réunion entre les habitants et la municipalité de Tayarapu-Est. Depuis plusieurs semaines, des familles manifestaient leur opposition et s'étaient organisées en collectif avec le soutien de l'association Te Orahau. Le point avec Jeanne Tinoroa sur les images de Heiroa Tuahu. Merci. Des mines réjouies et des sourires aux lèvres au sortir de la rencontre jeudi entre le conseil municipal de Tayarapu-Est et les administrés de Taoutira. Des images qui contrastent pourtant avec l'ambiance de la réunion organisée mercredi soir par le maire délégué de la commune associée. Voilà, déjà, un manque de respect. Moi, je vous ai respecté, je vous ai parlé presque une heure, alors que ça boue ici, mais je vous ai respecté. Hein. Au cœur des discussions, le projet d'organiser un rassemblement de Carbas dans la commune. Une perspective vécue comme une véritable menace par plusieurs riverains, quand la municipalité y voyait surtout une activité destinée à occuper la jeunesse de la presqu'île. C'est à toi, Tamana, de trancher. C'est un problème de nuisance sonore très grave. Ce n'est plus supportable. On n'a pas besoin de leur musique. On préfère se réveiller sans musique. Parce qu'ils essaient aussi de trouver, d'aller jusqu'à baisser un décibel. Vous savez, on a eu une bonne réunion hier soir. Parce qu'on ne veut pas qu'il arrive là. Ça, c'est clair et net. On ne veut pas de ton Carbas ici. Quand ils viennent, ils ne te préviennent pas. Ils mettent en place à partir de 23h minuit et ça se termine à 6h du matin. Non-stop, sans compter les pétards et tout ce qu'on veut. Mais j'ai été victime. La décision va être décidée lors du conseil municipal. Si la majorité ils disent non, eh ben, on ne va pas s'entêter, c'est non, c'est comme ça. Et après, on reviendra vers les jeunes pour dire, voilà, désolé les jeunes, on a essayé, mais il y a une décision qui a été prise au conseil municipal, on ne pourra pas mettre en place. Donc voilà, il faut accepter, c'est comme ça. Et c'est finalement le soulagement hier au sortir de la rencontre avec le premier édile de Tayarapu-Est. Mais vraiment apaisé, mais calme. Voilà un métoir pour nous, un vrai père de famille qui a bien compris notre démarche ici vers lui, pour lui demander, même le supplier. Et il a tout à fait compris. Il a dit qu'il va faire appliquer les textes en vigueur et il n'y aura jamais de Carbas à Taoutira. Le projet de rassemblement de Carbas, définitivement donc abandonné, reste désormais pour la nouvelle équipe municipale, en place depuis seulement 2 mois, à trouver d'autres alternatives pour proposer des activités à la jeunesse de la presqu'île. Et à l'occasion de cette deuxième édition, excusez-moi, et si donc je vous dis à présent blockchain, Web3 ou encore crypto-monnaie, pour beaucoup ces termes restent encore flous, mais ces technologies avancent vite. La deuxième édition du Polynesian Island Crypto Summit s'est ouverte aujourd'hui à Papeete. Tout le week-end, conférences et ateliers vont tenter de rendre ces sujets accessibles au grand public. Il faut dire que derrière les promesses du numérique, il y a aussi des enjeux très concrets pour le Fénois. Économie, tourisme ou encore innovation, les précisions avec Athéna Milcam. Des pointures locales et internationales du Web3, des institutions et des acteurs économiques, le Polynesian Island Crypto Summit prend de l'ampleur. Sur un territoire où l'économie repose notamment sur le tourisme, l'intérêt de prendre ce virage numérique est grandissant. La crypto, ce n'est pas que de la spéculation, il y en a. La crypto, ce n'est pas que de l'argent magique qui circule sur Internet. La crypto-monnaie, c'est surtout un actif d'avenir qui est là pour durer, dont les États d'ailleurs s'accaparent un petit peu les bienfaits. Et il est important que monsieur et madame tout le monde, que les citoyens, et surtout chez nous au Fénois, en comprennent un peu les tenants et aboutissants pour apprendre à s'en servir utilement. Et notamment dans le secteur touristique, car la Polynésie pourrait bien se distinguer comme destination où l'on vient pour dépenser ses crypto-monnaies. 2025 a été une année record avec l'accueil de 351 000 visiteurs. Nous sommes sûrs que l'adoption de la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour un séjour en Polynésie française serait un argument marketing et commercial très convaincant.
La démocratisation de ces actifs numériques et de ces nouveaux moyens de paiement fait également réagir les acteurs bancaires locaux. L'un d'eux a profité du sommet pour annoncer la possibilité prochaine d'un paiement direct en crypto. Le touriste américain, il verra sur le comptoir du commerçant l'acceptation des cryptos et du coup le commerçant sur le TPE affichera un QR code. Le touriste avec son téléphone va scanner le QR code, ça va ouvrir à la fois son portefeuille crypto, ça peut être un portefeuille Binance ou tout autre type de ledger crypto. Il choisira quel crypto il veut utiliser pour payer et la transaction elle se fait en quelques secondes en fait. Et le commerçant lui, il sera payé le lendemain en francs Pacifique. Mon rôle, c'est de développer beaucoup de projets, que ce soit surtout côté paiement, l'innovation dans le paiement, puisqu'aujourd'hui, c'est le cœur de notre métier. L'idée, c'est aussi évidemment de proposer potentiellement des services liés à la technologie de la blockchain. Mais cette technologie présente aussi des risques. Arnaque, manque de compréhension, le pays entend accompagner cette démocratisation par de la prévention. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on soutient finalement l'événement PIX2, c'est pour ces actions de sensibilisation sur tous ces éléments qui malheureusement conduisent parfois à des arnaques, à des gens qui perdent finalement de l'argent. Et PIX2 permet au travers d'ateliers, au travers de conférences d'y voir plus clair. Un plongeon dans l'industrie Web3 qui se poursuit ce week-end au grand chapiteau de la présidence et dans les jardins de Paofei. Et à l'occasion de cette deuxième édition, nous recevons en plateau l'un des acteurs français du secteur bancaire et des cryptoactifs et de la finance numérique, Jean Meyer, PDG de Débloc. Bonsoir Jean Meyer. Bonsoir. Alors tout d'abord, on vient de le voir, la Polynesian Island Crypto Summit a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à dimanche. C'est votre première visite et votre première participation en Polynésie. Quel est votre intérêt en participant vous-même à cette édition ? Ça montre surtout à quel point la Polynésie est pour nous un marché clé, voire un des premiers marchés qu'on souhaite conquérir. Il y a une forte adoption, on comprend ce qu'on essaie de faire, on comprend notre produit, et à partir de là, on a envie en fait, d'utiliser cet engouement pour développer des blocs davantage, quoi. Alors vous dites que c'est un marché clé, pourquoi ça serait un marché clé alors qu'on est une île éloignée, qu'on est loin de tout ? Pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est un marché sur lequel Revolut n'est plus présent. Donc en fait sur lequel il y a de la place pour un acteur comme Débloc. Et c'est un marché aussi où il y a une forte proportion de la population qui a la crypto-monnaie. Donc oui, on a une partie bancaire, on a aussi une partie en crypto-monnaie. Et donc c'est un produit qui convient bien à ce type de population. Alors justement, vous venez de le dire, donc Débloc se présente comme une plateforme qui combine services bancaires classiques et crypto-monnaie. Comment fonctionne ce modèle pour les gens qui n'y comprennent pas grand-chose ? Ça tombe bien parce que c'est super simple. Donc en fait, c'est un compte néobanque classique courant sur lequel on a ses francs Pacifiques ou ses euros au choix, on peut passer de l'un à l'autre. Et à côté de ça, on a aussi un vrai portefeuille crypto, donc ce qu'on appelle en self-custody, c'est-à-dire qu'en fait c'est un portefeuille crypto, même si des blocs disparaissaient demain, vos cryptos seraient en fait toujours là, parce que c'est le principe même de la blockchain. Et les deux sont bien séparés, on peut passer de crypto à euros ou à francs Pacifiques à crypto, on peut même en fait recevoir ou envoyer des cryptos sans absolument aucune limite à votre voisin ou à l'autre bout du monde. Alors en 2025, vous indiquez que Débloc comptait déjà près de 40 000 utilisateurs entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, malheureusement, je n'ai pas les chiffres pour la Nouvelle-Calédonie, parce que je m'intéresse essentiellement à la Polynésie française sur ce week-end. En Polynésie française, on a dépassé les 70 000 clients aujourd'hui. Le but est de dépasser les 120 000, voire les 130 000 clients d'ici la fin de l'année. Alors, on voit aussi également aujourd'hui que certains secteurs locaux, tels que NewPay ou encore OSB, commencent eux aussi à s'intéresser aux usages liés aux cryptoactifs. Est-ce que vous avez le sentiment que l'arrivée de Débloc a contribué à accélérer cette réflexion en Polynésie ? Alors, j'ai pas cette prétention, j'espère pas. Je pense juste que c'est essentiellement dû à l'écosystème polynésien plutôt qu'à Débloc. Alors le secteur des crypto-monnaies est encore associé souvent pour beaucoup à la spéculation, aux arnaques ou encore à certaines faillites spectaculaires. Comprenez-vous cette méfiance ? Je la comprends complètement. Moi le premier d'ailleurs. Le problème de la crypto-monnaie, c'est qu'il y avait énormément... En fait, c'était un peu le Far West. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et on s'est retrouvé avec des projets qui étaient régulés aux Bahamas ou au fin fond du monde, qui racontaient un peu n'importe quoi à n'importe qui, hein, je l'ai nommé, hein, Celsius, FTX, etc., qui au final étaient des gros Ponzi et qui ont fait énormément de mal en termes d'image à notre industrie. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors pour rassurer les personnes qui hésitent encore Il suffit de regarder quel est l'acteur et où est-ce qu'il est régulé. Il faut savoir par exemple que Débloc est régulé par la CPR et l'autorité des marchés financiers en France.
les contraintes pour avoir un agrément de l'AMF ou de la Banque de France sont énormissimes. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte du nombre d'audits de cybersécurité, du nombre d'audits financiers chaque année. Et on le fait aussi parce que c'est un moyen de rassurer nos clients et nos utilisateurs. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le secteur est suffisamment encadré sur les plans juridiques et financiers ? Alors, le secteur, ça dépend encore une fois du marché et du pays. Sur la France et sur la Polynésie française, on peut presque dire que le secteur est trop encadré. Alors, on n'est jamais trop encadré, mais les contraintes sont énormes pour le secteur. Je m'en plains pas, je pense que c'est une bonne chose. Qu'on fasse un peu le ménage, parce qu'encore une fois, c'est trop le Far West, c'est trop compliqué. Même pour les utilisateurs de comprendre ce qui se passait. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais oui, aujourd'hui, en tout cas, sur la France, je pense qu'on va être rassuré. Alors, on parle beaucoup d'innovation, d'écosystèmes numériques, mais quelles retombées économiques cela peut apporter en Polynésie ? Alors, tout dépend de l'innovation qui va être faite sur le sol polynésien, bien sûr. Maintenant, si on arrive à générer un vrai écosystème autour du Web3 et des fintech en général, néobanques et autres en Polynésie, on peut créer en fait une sorte d'émulsion. Moi, j'y crois vraiment. En Polynésie française et éventuellement en Nouvelle-Calédonie. Et derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des emplois, ça veut dire des capitaux, de l'apport de capitaux, etc. Et justement, en parlant d'emploi, est-ce que vous allez en créer ici en Polynésie ? Alors, on compte ouvrir entre 5 et 6 postes d'ici la fin de l'année. Alors, quelles sont les prochaines évolutions de Débloc ici en Polynésie, donc mis à part les postes qui vont s'ouvrir ? Alors on va faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va ouvrir des bureaux physiques mardi prochain. D'ailleurs, vous êtes tous conviés à venir à l'ouverture de nos bureaux ici à Papeete. La deuxième chose, c'est que on avait un problème avec Débloc, c'est que lorsque vous ouvriez un compte, si vous voulez avoir une carte physique pour payer, retirer l'argent, etc., malgré l'existence d'Apple Pay ou de Google Pay, on devait vous l'envoyer. Et on vous l'envoyait depuis l'Europe. Et ça prenait du temps et ça coûtait cher. Et donc, on a changé un peu de système. Et en fait, maintenant, on a envoyé plein de cartes en Polynésie. Et vous pouvez les récupérer gratuitement. Donc, d'ailleurs, au passage, demain, on a un stand avec Pix, Débloc. Vous pouvez venir en personne avec votre application Débloc, retirer votre carte gratuite physique. C'est une carte Visa. Vous avez juste à la prendre et repartir avec. Elle marchera. Vous aurez votre numéro de carte et vous pourrez aller au distributeur juste après. Ça prend exactement 30 secondes. Merci beaucoup, Jean Meyer, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Après les promesses donc du numérique, place maintenant une autre forme d'avenir, celui de notre environnement. La société AOA a présenté ce matin son laboratoire in vitro, un outil destiné à accélérer la régénération des espèces végétales endémiques et indigènes. L'objectif, reboiser les vallées touchées par les espèces invasives avec jusqu'à 20 000 plants réensemencés chaque année. Voyez ce reportage de Mereteato sur les commentaires signés Nicolas Pérez. Recréer et multiplier des plantes à partir de quelques cellules, c'est la nouvelle étape de la société AOA avec le lancement de son laboratoire de culture in vitro. On va partir d'une partie d'une plante, alors ça peut être une graine, ça peut être une feuille, ça peut être un méristème, une partie très spéciale chez les plantes qui produisent les cellules. On va l'isoler. On va mettre au point un protocole de stérilisation et ensuite on va la mettre dans un petit pot. L'idée c'est ça, un milieu nutritif là qui est gélifié, qui contient du sucre, des macro et des micro-éléments et des hormones. Et à partir de là, on va tenter de régénérer des plantes entières et de les multiplier en grande quantité. Objectif, réintroduire dans les vallées 20 à 25 000 plants par an d'ici 2036. Une urgence face à la montée en puissance des espèces envahissantes. Et les vallées sont très abîmées, donc contrôler les espèces envahissantes, ça ne suffit pas. Il faut aider les espèces indigènes et endémiques à repeupler. Donc on vient, à travers l'outil de culture in vitro, on va pouvoir produire en quantité des espèces indigènes et endémiques qui vont être réintroduites dans la vallée. La TEP, spécialisée dans le transport électrique, est témoin de cet envahissement. Elle alloue chaque année des millions pour libérer ces pylônes électriques installés au cœur des vallées de Tahiti. D'où son soutien au projet de laboratoire. Ça fait assez longtemps que j'étais un peu choqué par l'état de développement des espèces invasives. Le Miconia qui est absolument catastrophique, le falcata, le tulipier du Gabon, les sensitives. Enfin, on voit bien que la forêt endémique polynésienne est quand même en danger et je pense qu'on ne fait pas assez de choses pour la sauvegarder et pour préserver ce patrimoine qui est aussi culturel. Ce laboratoire, installé dans la vallée de Mo'aroa,
sur la commune de Mataya poursuit donc son ambition d'un renouveau végétal. Une ambition sur le plan environnemental qui offrira dans un second temps des perspectives sociétales. On estime que sur la vallée de Moaroa, si on veut arriver à l'amener au niveau de restauration qu'on aimerait avoir, on peut créer jusqu'à 300 emplois. Et un emploi à long terme, puisque on sait très bien que pour régénérer la nature, c'est un travail à long terme et récurrent. AOA a pour objectif d'atteindre son rythme de croisière d'ici une décennie. Une urgence puisque selon les spécialistes, les espèces envahissantes seraient responsables de 55% des extinctions végétales dans le monde et donc en Polynésie. Direction à présent les plans d'eau. Demain, les meilleurs rameurs du Fénois prendront le départ de la Tahoe. Une course où rien ne semble jouer d'avance cette année. Les victoires se sont partagées tout au long de la saison, preuve d'un niveau particulièrement serré entre les prétendants. En attendant de voir qui succédera à Kyle Taraufau, notre journaliste Désiré Teibao vous propose un petit tour d'horizon des forces en présence avant le départ. Tuteari Hoatua, Brispunua Tahitua, Keoni Sulpice, Tuatea Tereyamanu et Kif Vernoudon. Ces 5 rameurs ont remporté une course de V1 cette saison. Dans ce groupe, Tuatea Tereyamanu s'est déjà imposé 3 fois. Des victoires décrochées dans les îles, au Teaito Manhi, à la Talifit Race et au mémorial Kevin Cuider à Bora Bora. Le Fahoro de la Timopete part avec un capital confiance plus élevé. Mais pour Steve Taishotata, la Tahoe reste une course encore très ouverte. Depuis 2-3 ans, c'est plus qu'une poignée de rameurs qui peuvent prétendre à la victoire, mais maintenant pratiquement une vingtaine de rameurs. Tout le monde est à son pic de forme et donc tout le monde a besoin d'une course référence dans l'année pour pouvoir tester son pic de forme. Et nous, on est dans une période de la saison où tout le monde est à peu près entraîné déjà depuis 3-4 mois. Donc là, il n'y a plus de quoi se cacher, tout le monde est en forme. Tout le monde va tout donner sur le plan d'eau. Le double vainqueur de la Tahoe, Kyle Taraufau, sera évidemment à suivre de près, même si pour le moment cette saison n'est pas la plus aboutie pour le rameur de Tautira. Son meilleur classement, une 8e place au mémorial Kevin Cuider. Autre favori, Hotuiterei pour eux, le barreur d'Ed Haiti est abonné aux 2e place cette année. Les Chéliens, Brispunua Tahitua, Keoni Sulpice ou encore Kif Vernoudon figurent aussi au rang des favoris, comme les postiers Tuteari Hoatua, Nareyadje et Hitiroa Mazeng. Et puis il faudra compter sur les expérimentés Steve Taishotata et Kevin Seron Jérusalemi, qui dans un bon jour peuvent jouer les troubles fêtes. Rendez-vous demain à partir de 13h à la Pointe Vénus pour du grand spectacle sur l'eau. Et avant de refermer ce journal, un mot de prudence avec ces fortes intempéries à Rapa, aux Australes. De très importantes pluies ont provoqué des inondations sur l'île et certains établissements scolaires ont dû fermer leurs portes. Rapa est placé en vigilance orange pour vent violent avec de nouveaux épisodes orageux attendus dans les prochaines heures. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite après Ta'ata Tumu, suivi de votre émission débrief sur le handicap au Fénois. Et un peu plus tard, Mask Singer revient. Demain, suivez Tahoeva'a en direct sur TNTV et aussi sur tntv.pf. La course des vétérans et des U19 dès 10h50, puis la course Open à 13h15. Quant à moi, je vous dis à demain à la même heure pour faire le point sur l'actualité locale. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.